bonsoir. L'importance, le caractère privilégié des relations entre Rabat et Paris ne sont plus à démontrer. Il est simplement à rappeler que la France est le premier partenaire économique et financier du Maroc et le premier investisseur aussi. À ce titre, la coopération bilatérale requiert une attention particulière de la part des deux parties en vue d'un renforcement et d'une redynamisation. Alors on parle aujourd'hui de la nécessité d'un partenariat rénové, plus efficace encore, d'autant que ce partenariat doit tenir compte à la fois des liens avec l'Union européenne et d'une nouvelle configuration de l'économie mondiale. Quels seraient donc les contours de ce partenariat rénové appelé à être redéfini? Comment, à travers la coopération, faire face aux échéances? Et comment les relations bilatérales peuvent-elles s'intégrer dans le contexte d'une économie globale? Pour nous en parler ce soir, Monsieur Charles Josselin, ministre français de la coopération. Monsieur le ministre, bonsoir et merci beaucoup d'être l'invité de l'émission Entretien. Alors une toute première question, Monsieur Josselin, tout d'abord sur ce partenariat rénové. On en parle déjà depuis un moment. Il y a plus d'une année, les deux ministres français et marocains, lors d'une rencontre, parlaient de nouveaux outils de coopération. Est-ce que vous pouvez nous définir aujourd'hui les contours de ce partenariat rénové? Bien volontiers. Mais je voudrais d'abord souligner combien la coopération du Maroc avec la France truste en quelque sorte les prix d'excellence. Vous l'avez rappelé, premier client, premier fournisseur, premier investisseur, premier ami. En tout cas, c'est comme cela que nous concevons cette relation. Et il est vrai que la volonté politique des deux présidents et souverains, d'une part, des deux gouvernements, des deux premiers ministres, et ils l'ont exprimé lors des rencontres qu'ils ont eues ici même à Fès, il y a maintenant bientôt 2 ans, et renouvelé à Paris il y a quelques mois. Je crois que c'est cette volonté politique surtout qui est le meilleur gage d'une coopération dynamique entre nos deux pays. Alors c'est vrai que c'est une coopération qu'on pourrait un peu par référence à un film qui a eu quelques notoriétés, des relations du troisième type, je veux dire très élaborées. Des relations de partenariat en effet, évidemment pas d'assistance, puisque c'est la réciprocité qui est désormais au cœur de la relation. Et j'y veille beaucoup, et je suis convaincu que la réunion des collectivités locales françaises et de leurs homologues marocains va certainement mettre en évidence cette question de la réciprocité. Elle me paraît essentielle. Donc oui, la coopération se développe rapidement. Elle est entrée dans une phase de modernité, en quelque sorte. Et je crois que c'est bien pour nos deux pays. Et qu'est-ce qui va changer concrètement par rapport aux relations, disons, au partenariat qui aujourd'hui est appelé à être rénové? Comment ce partenariat peut-il refléter l'excellence des relations entre les deux pays? Je voudrais d'abord souligner le choix des thèmes de coopération qui reflètent bien cette mutation dans la relation. Aujourd'hui, on parle de quoi? De nouveaux concepts. On y parle d'environnement, on y parle d'aménagement du territoire, on y parle d'écologie urbaine, on y parle bien sûr aussi de développement économique, on y parle de développement social. Et la préoccupation exprimée par le gouvernement marocain, notamment dans cette direction de la coopération sociale, nous est particulièrement chère, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, et je pense à l'éducation de base en particulier. Tout ceci constitue donc un ensemble qui doit disposer des instruments à la fois financiers, juridiques aussi pour le porter. S'agissant du cadre juridique, je rappelle qu'il y a une convention qui organise cette coopération, elle est déjà ancienne, elle est de 1984. Nous avons entrepris de la rénover. Je pense que d'ici quelques mois, c'est un nouveau cadre juridique qui va être ainsi défini et qui va d'ailleurs intégrer cette coopération décentralisée dont nous reparlerons tout à l'heure et à laquelle je tiens en tant qu'ancien élu local. Les instruments financiers sont là. Le Maroc fait partie de la zone de solidarité prioritaire que nous avons dessinée pour y concentrer nos outils, nos moyens. Je pense en particulier à un outil financier qui est le Fonds de solidarité prioritaire, qui pour la première fois d'ailleurs va faire l'objet d'une déconcentration. Un projet va être adopté qui sera géré en direct à partir de Rabat, par notre poste diplomatique et le service de coopération. C'est dire assez si le Maroc est pour nous aussi un laboratoire, c'est important à rappeler,
Et puis il y a l'Agence française de développement, qui, comme vous le savez, est un outil à la fois financier, de développement, un opérateur, qui a, je pense, au Maroc, sans doute, actuellement, son plus gros volume d'affaires. Alors justement, vous le disiez, l'Agence française de développement est l'instrument important de développement. Plus d'1 milliard de francs français sont alloués, sont mis à disposition du Maroc par an, mais le taux de décaissement reste faible. Comment justement ne faut-il pas penser à un autre moyen de coopération? Est-ce que cette décentralisation, cette coopération décentralisée va permettre aujourd'hui une meilleure gestion de ces fonds? Les taux de décaissement sont toujours trop lents pour ceux qui profitent des financements, pour ceux aussi qui les mettent en place. Mais il faut savoir que nous avons des règles de comptabilité publique qu'il nous faut respecter. Le Maroc a les siennes. Et il est arrivé souvent que ces programmes de l'Agence française de développement se conduisent aussi en articulation sur des programmes liés au fonds méditerranéen, le fameux fonds MEDA, qui lui renvoie à d'autres procédures, hélas, souvent, elles aussi trop longues. Et l'addition de tout cela explique, à défaut de les justifier, les retards dont vous parliez à l'instant. Retenons simplement que nous en sommes très conscients, au plan européen en général. D'ailleurs, nous avons entrepris de réformer le fonctionnement de ces différents fonds. J'ai eu l'occasion, lorsque je présidais le Conseil des ministres du Développement au moment de la présidence française en novembre 2000, de faire adopter un certain nombre de dispositions qui sont en train d'entrer en vigueur et qui devraient nous permettre de gagner en efficacité, en visibilité aussi en ce qui concerne ces fonds européens. Et surtout gagner du temps, parce que Bien la sûr. zone de libre-échange est entrée en vigueur en mars 2000, cela fait 1 an et demi maintenant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il va y avoir une plus grande accélération de la mise à niveau de l'économie marocaine et des petites et moyennes entreprises? On peut le dire sans être accusé de pratiquer la méthode Coué. Compétitivité, tout à fait, ce qui est tout essentiel. Monsieur le ministre, est-ce que les échanges commerciaux entre le Maroc et la France ne vont pas être affectés par le ralentissement de l'économie européenne? Nos économies, les vôtres comme la vôtre comme la nôtre, comme celle de tous les autres, vont être évidemment affectées par ce ralentissement. Difficile d'en apprécier l'importance. On chiffre à 1,5 point de croissance, par exemple, pour l'Europe. En moins, malheureusement, les effets de cette nouvelle situation. Difficile d'en apprécier aussi la durée. Souhaitons que là aussi, les choses reviennent très vite à la normale, mais comment éviter, dès lors que nos économies sont touchées, que notre relation économique ne le soit pas aussi un peu, Moi, à quel niveau les répercussions? Je sais, je pense, s'agissant du Maroc, je pense à la fréquentation touristique qui, dès à présent, se vérifie comme ressentant le choc. J'ai pu le vérifier à Fès, pour en avoir parlé avec quelques personnes rencontrées dans l'hôtellerie ou la restauration, par exemple, c'est clair. Là, et pourtant, j'ai le sentiment que la proximité de nos pays, la facilité des relations, le fait aussi que le Maroc ait l'image d'un pays très sûr, devrait permettre au Maroc, me semble-t-il, de s'en sortir mieux que d'autres par rapport à cette baisse de la fréquentation touristique. Pour le reste, je pense que les besoins de nos économies au niveau des exportations, continuer. Par exemple. Je ne pense pas que ceci affecte trop. Monsieur le ministre, les événements de septembre n'ont pas eu qu'un impact économique. Les conséquences sont humaines aussi et sociales, mettant en avant les communautés musulmanes vivant notamment en Europe. Y a-t-il lieu de s'inquiéter d'une montée de xénophobie? Et comment éviter justement l'amalgame entre islam et terrorisme? La xénophobie menace, je dirais en permanence, bien avant le 11 septembre. Nous nous préoccupions déjà de cette menace qui, malheureusement, au cours des mois passés, peut-être plus dans certains pays proches que chez nous d'ailleurs, s'est exprimée avec beaucoup de violence. Et je songe que quelques jours avant les événements que vous rappeliez, à Durban, il y avait la conférence contre le racisme, et qui a été l'occasion à la fois de mesurer la tension qui existait déjà entre le Nord et le Sud,
et la polarisation autour de la Palestine, de beaucoup de revendications, de frustrations aussi. Qui n'était pas sans plaire à beaucoup. C'est clair. Et vous savez que la France a été, je crois, un des pays qui ont permis de préserver le lien, en quelque sorte, entre l'Europe et les pays du Sud, et les pays africains en particulier. Et je crois que nous avons en quelque sorte sauvé Durban. Mais à Durban, donc, nous avons rappelé que ce risque de xénophobie existe en continu, qu'il faut que nous ayons des législations qui le préviennent et qui le sanctionnent. Et ça me paraît très important. Et évidemment, maintenant, il y a là un risque d'expression plus fréquente, peut-être plus violente. Il faut s'en prémunir, et je veux dire, en tout cas, la volonté de la France d'être extrêmement vigilante et de sanctionner, sa volonté de sanctionner, dès qu'elles se manifesteront, des expressions qui pourraient comme cela faire craindre pour leur sécurité les populations qui ont fait le choix de choisir la France comme pays d'accueil. Est-ce que, par exemple, les mesures de sécurité draconiennes prises par la France à travers le plan Vigipirate, notamment, ne risquent pas de créer un climat d'incertitude chez les étrangers ? Le climat d'incertitude, sans doute. Ce qu'il faut, et nous y veillons, c'est que les forces de police chargées de mettre en place ces mesures de sécurité aient une attitude parfaitement humaine vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qu'ils ont à surveiller, en quelque sorte. C'est toute la difficulté. Chacun le voit bien, mais il y a une formation spécifique, d'ailleurs, de nos forces de sécurité pour les mettre en garde contre des comportements qui ne seraient pas convenables, corrects vis-à-vis de tous ceux qu'ils ont à rencontrer. Monsieur le ministre, comment faire pour que les accords Europe-Maghreb soient autre chose qu'une extension d'un marché communautaire? Pour ainsi dire, comment écarter la rapacité du commerce? En parlant de culture, je veux dire que le commerce, c'est important. Mais ce n'est pas tout dans la relation internationale. Ce n'est pas tout dans la relation entre deux communautés. Et de ce point de vue, tout ce que nous ferons ensemble pour faire dialoguer nos cultures, nos expressions, nos arts, notre histoire, paraît très important. Là aussi, à Durban, les choses ont été bien mises en évidence. Nous n'avons pas encore terminé notre introspection historique pour régler nos problèmes, les problèmes que nous avons chacun pour soi et que nous avons ensemble. Et il y a besoin de poursuivre ce que d'aucuns appelleraient une psychanalyse historique par rapport à nos relations anciennes. Cela nous amène à parler des visas. Le niveau de l'excellence des relations entre Rabat et Paris ne facilite pas pour autant l'octroi des visas pour les Marocains. On attend beaucoup plus de souplesse de la part de la France. Pourquoi est-ce que... Si je vous disais que les Marocains ne sont pas les seuls à souhaiter plus de souplesse... Oui, mais on a parlé de l'excellence des relations. Non, attendez, je vais vous dire, c'est bien parce qu'il y a une excellence des relations, qu'il y a une grande demande d'échange. Il y a quoi? Il y a 800 000 Marocains en France, qui est une communauté considérable, avec laquelle, d'ailleurs, je crois pouvoir dire que les relations sont également excellentes. Peut-être ici ou là, un petit problème, mais globalement, l'image du Marocain en France est excellente. Je crois qu'il faut le rappeler. Alors, il y a évidemment des familles et des cousins et des cousines qui ont envie aussi de faire le voyage. Je veux simplement dire que l'augmentation d'une année 2001 sur l'année 2000 va être probablement supérieure à 25%. L'ordre de grandeur, on est déjà à 110 000, alors que l'an dernier, on a déjà pratiquement atteint, fin septembre, le chiffre de l'année 2000. Donc 2001 va certainement marquer un accroissement sensible. Mais vous savez aussi que nous sommes tenus par des accords européens, là aussi, les fameux accords de Schengen. Et nous avons des règles à respecter, que nous avons adoptées librement avec nos partenaires. C'est donc aussi dans un cadre européen qu'il faut faire progresser cette question des échanges. On s'y emploie. La réunion de Euromed qui a eu donc à Bruxelles, le constat est là, la préoccupation sécuritaire est plus présente que jamais. L'accent a été mis d'ailleurs par les
pays européens et les pays de la rive nord de la Méditerranée sur le tout sécuritaire. Comment aujourd'hui ne faut-il pas changer l'approche? Le Maroc, lui, prône une vision plus globale, plus volontariste et plus stratégique pour remédier aux problèmes. Je pense aussi que c'est de l'intérêt de tous que d'avoir une vision, en quelque sorte, qu'on soit capable d'anticiper, d'orienter aussi cette relation, plutôt que d'être dans une situation, en quelque sorte, de défense au jour le jour. Est-ce que les esprits sont mûrs pour cela? Je crois en tout cas qu'il faut saisir l'opportunité, y compris la nouvelle situation. Exactement. Avec la conjoncture internationale aujourd'hui. Je crois que la conjoncture internationale, ou bien va nous emmener, ou bien à nous enfermer, ou au contraire, à prendre la mesure véritable des problèmes dans leur dimension temporelle aussi. En tout cas, je crois que c'est dans cette direction qu'il faut aller, et je pense en effet que il faudrait enrichir notre partenariat plutôt que nous enfermer. Pourtant, c'était l'esprit de la conférence de Barcelone. Or, le processus est bloqué, faute de volonté politique. Non, mais il est vrai que les questions de sécurité, vous parliez du risque, immigration, déjà la question de l'immigration clandestine était sur la table. Il y avait des expressions dures. Pensez à Sanguette, en Pas-de-Calais, pensez à tout ce qui a pu être écrit et dit, et malheureusement c'était le reflet de la vérité autour des passeurs, des trafics, des situations insupportables auxquelles on condamne comme ça les malheureux qui veulent trouver je ne sais quel Eldorado qui n'existe pas forcément comme il est dans leur tête, malheureusement. Mais je pense, oui, qu'il faut se méfier d'un trop sécuritaire qui viendrait affecter cette relation. Je veux surtout insister sur le besoin et la politique de co-développement que nous essayons de mettre en place, d'ailleurs, dont nous parlerons peut-être, dans ce sens, c'est que ce n'est pas interdire, ce n'est pas non plus accueillir une fois pour toutes, c'est organiser l'échange. C'est que quelqu'un est autorisé à venir parce qu'il sait qu'il pourra repartir. Et c'est ce flux d'échange qui me paraît être l'objectif d'une politique de coopération. Ce n'est pas seulement le transfert de population, c'est surtout pas ce transfert de population, je le répète, c'est la mise en communication de groupes de personnes, d'individus, d'économies, de cultures. Ça me paraît D'ailleurs, pour freiner l'immigration clandestine, n'est-il pas nécessaire aujourd'hui, justement, de relancer le processus de Barcelone, mais en respectant son essence même, qui est le co-développement? Et or, de 1995 jusqu'à maintenant, vraiment très très peu de choses ont été réalisées. Ça n'a pas beaucoup bougé. Je pense que la responsabilité, là aussi, elle est largement collective, parce que ce n'est pas si facile, parce que derrière les bonnes intentions, il y a aussi parfois, d'autres qui sont moins louables, moins susceptibles de bienveillance. Des trafics, ça existe aussi. Il faut quand même aussi en prendre la mesure. Mais je pense que, on revient à ce que nous disions à l'instant, c'est maintenant qu'il faut que nous choisissions la bonne voie. Et je pense que... Et d'ailleurs, la France prône, notamment a prôné lors de la conférence de Doha, le nouveau round de négociations, l'aide à la croissance des pays en voie de développement. D'une manière générale, aborder la question des migrations signifie renforcer la lutte contre les inégalités. Il faudrait que le mouvement ne procède pas simplement du principe, comme on dit, des vases communicants, entre le trop-plein ici et le trop-vide ailleurs. Donc il y a besoin, et là aussi, les événements que vous venez d'évoquer, y compris ceux du 11 septembre, doivent nous inciter à nous engager plus violemment dans cette lutte contre les inégalités du monde. Oui. Ça paraît important. Est-ce que ça ne serait pas... La solution à la question des migrations que vous évoquez, elle passe aussi par là. Oui, mais est-ce que la France, l'Europe, ne serait pas plutôt poussée à fermer davantage les frontières plutôt que de... Écoutez, j'espère, que la crise économique que nous allons connaître, dans laquelle nous sommes entrés, tous, dont je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de préjuger de l'importance. J'espère que cette crise ne va pas nous amener à affaiblir
la part de générosité qu'il y a dans le budget, pour aller vers l'autre. Ça me paraît important. La France est un des pays qui font la course en tête en ce qui concerne l'aide publique au développement, par exemple. Il faut absolument qu'on continue, c'est clair. J'espère aussi que ce n'est pas parce que notre croissance va être affectée, et donc notre produit, notre richesse, que pour autant nous allons affaiblir justement cette part qu'il faut consacrer à l'aide publique au développement. J'espère aussi que tous les pays vont en être conscients. J'aimerais bien que tous les pays du monde soient prêts à contribuer à la solidarité du monde à la mesure de leurs capacités. Vous parliez de l'aide publique au développement. Est-ce que le Maroc ne verra pas son aide modifiée à cause de justement cette crise? J'espère que non, mais je le répète, le monde, je reprends l'expression, je l'emprunte à Jim Wolfensohn, qui est président de la Banque mondiale, que nous rencontrions à Bruxelles il y a quelques jours, et qui disait « Nous vivons dans un monde sans assurance ». Alors que c'est un monde qui présente plus de risques que jamais. Est-ce que le monde est prêt à payer pour son assurance, pour sa sécurité? Et la sécurité du monde, elle passe aussi par sa solidarité. C'est de cela dont il va falloir discuter. Nous allons avoir Monterrey au mois de mars. D'ailleurs, la politique de la Banque mondiale a changé. Aujourd'hui, elle a une approche plus sociale. Elle a mieux pris en compte désormais la dimension sociale du développement, après avoir peut-être, comme d'autres, pratiqué la dictature de l'indicateur économique, ce qui n'est pas la bonne manière. Alors une toute dernière question, Monsieur le Ministre, si vous le permettez. Sur fond de crise et de guerre, un nouveau round de négociations, on en a parlé, donc a lieu à l'OMC. La position de l'Europe tranche, qui veut une dimension beaucoup plus sociale du commerce, tranche avec celle des États-Unis, qui est plutôt ultra-libérale, ou pour l'ultralibéralisme. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne va pouvoir faire entendre sa voix pour justement une approche différente de la globalisation? J'observe en tout cas que les Européens auront beaucoup travaillé pour arriver à Doha avec une position concertée, commune, parce qu'elle l'a mis, le commissaire européen français, chargé de ces questions. Il y a lui-même beaucoup travaillé, et je crois que sur les principaux dossiers, qu'il s'agisse de la question des normes sociales ou environnementales, qu'il s'agisse de la question de l'agriculture, qui reste toujours quand même le gros problème. Un des gros dossiers quand il s'agit de parler entre le Nord et le Sud, quand il s'agit de parler entre les États-Unis et l'Europe. Mais c'est vrai aussi quand il s'agit de parler entre le Maroc et l'Europe, ou entre le Brésil et l'Europe. On a plus l'impression que cela se passe entre les États-Unis et l'Union européenne. Il y a incontestablement, de ce point de vue, une discussion. Alors que les pays en voie de développement sont un petit peu mis à l'écart. Je crois en tout cas que l'Europe, dans ce dossier agricole, comme dans quelques autres, s'efforce d'être, de réussir le point d'équilibre entre les prétentions souvent contradictoires des uns et des autres. Il en va de même pour l'accès aux médicaments, grande question, notamment la lutte contre le sida, qui rencontre à la fois la question du développement et celle de la santé. C'est un dossier très important. Moi-même, je me suis employé, là, au cours des jours derniers, avec mes collègues européens, à essayer de définir une position moyenne entre, par exemple, le Brésil, qui voudrait être autorisé, j'allais dire, sans aucune autre contrainte, à produire pour lui-même et vendre à qui il veut les médicaments de lutte contre le sida, et évidemment les pays producteurs de ces médicaments qui veulent protéger bien sûr leur industrie et leur brevet. Donc nous essayons de trouver le point d'équilibre, c'est important. À l'heure qu'il est, il est difficile de préjuger du résultat de Doha, mais chacun voit bien que désormais, les rencontres internationales vont être probablement plus difficiles à négocier et à faire aboutir. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et bonsoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur 2M et à dimanche prochain. Bonsoir.